L'opposition congolaise était sur la rue cet avant-midi pour dire non à la révision de la Constitution. Elle exige également la tenue d'un dialogue, question de mettre l'accent sur l'alternance politique. Antena, le journal, Alain Kiouka. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antenne A. L'opposition congolaise a marché cet avant-midi pour dire non à la révision de la Constitution initiée par le gouvernement de la République. Elle exige également la tenue d'un dialogue politique inclusif. Question de se mettre d'accord sur l'alternance au pouvoir. Ricardo Bakwa et Jouzin Belebele, reportage. Résister, s'opposer et faire échec à toute tentative de la loi fondamentale conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution, tel est l'objet de la marche de ce jour initiée par le parti politique de l'opposition congolaise. Débutée à la place de l'échangeur de l'IMT 18e RI, la marche pacifique de l'opposition a eu pour point de chute le boulevard triomphal où un podium a été érigé pour la circonstance. Quant à savoir les motivations de cette marche, le président de partis politiques, à savoir Vital Kamere, Jean-Lucien Boussa et Steve Mbikaï expliquent. Le peuple est venu dire non à la révision constitutionnelle. Le peuple est venu dire non au refus de l'alternance politique. Le peuple est venu dire non à une CENI instrumentalisée par le pouvoir. Le peuple congolais s'est levé et il marche aujourd'hui pour dire non à la révision de la Constitution, oui à l'alternance en 2016 et non au tripatouillage des urnes et de la Constitution. Et voter la résolution de 1998, nous ne sommes que des républicains, des légalistes. Allons sur ce terrain-là, puisque l'accord cadre de la circonscrit la matière, la réforme des services de sécurité, de l'administration, réconciliation nationale, tolérance, non-violation des droits humains, oui aux élections crédibles. Donc nous devons respecter la CENI et nous devons garder les règles du jeu. Nous sommes là pour dire non à la monarchie au Congo, non à une présidence accrue au Congo, oui à l'alternance politique. Nous disons non à la révision constitutionnelle. Et nous voulons que le président Kabila plie bagage en 2016 et parte pour qu'il y ait la paix au Congo. Comme le témoignent ces images, une foule immense de sympathisants qui ont pris part à cette marche, drapeau du parti à la main, The Bandrol, ont dit non à la révision de la Constitution et réclament ainsi le dialogue inclusif. Cependant, la police nationale congolaise a fait preuve de maturité car tout s'est bien passé et c'est sans incident. Justement, en rapport avec cette marche de l'opposition, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a fait une déclaration cet après-midi en Lingala dans laquelle il présente ses excuses aux Kinoises et Kinois, spécialement les automobilistes, pour le désagrément constaté le long du boulevard Lumumba. Il a déploré le non-respect de l'itinéraire convenu avec les leaders de l'opposition à la veille de cette marche. Les propos du gouverneur ont été recueillis par Willy Kacha. Na bandeko pe ya Kinshasa kotambola kosala ba meeting ezali démocratie mais mboka po etambola ezali nde mosala tango eza ya kosala mosala na loba na bino kaka oyoki politicien loba na ye papa maloba na yo eza malamu zela mokola vote na kopesa yo voix na ngai to bosa na musala te yango nde eza na couleur ya parti te libumu na nzala eza na kombo ya parti politique te totya nde ide na musala yango na nde ekotambusa mboka lisusu bolimbisi merci mingi pe na ndenge Kinshasa eza na kimia e continue kozala na kimia po misala etambola malamu. À Goma, la marche prévue par les partis de l'opposition politique contre la révision de la Constitution a été dispersée par les éléments de la police. Malgré cela, le Parti libéral pour le développement, PLD, maintient sa pétition contre cette révision. Plus de détails avec notre correspondant sur place à Goma, Pascal Moulegua. Alors que leur marche contre la révision constitutionnelle a scandaleusement été dispersée ce samedi par les éléments de la police nationale congolaise, les partis politiques de l'opposition en province du Nord Kivu, déterminés à barrer voie à cet article de la majorité présidentielle, ont initié une pétition signable pour un quorum atteint de 100 000 signatures à soumettre au Parlement par les élus de la province du Nord Kivu.
dans la chiste des matinées de ce samedi, le Parti libéral PLD est passé à vive allure par sensibiliser la population contre la révision de la Constitution où des marées humaines ont apposé leur signature contestant ici toute tentative de modifier la Constitution à RDC. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président national du Parti libéral pour le développement PLD, est point focal de l'opposition en province du Nord Kivu, qui personnellement, avec plusieurs militants, ont mené cette sensibilisation qui a eu plus de 9000 signatures à son actif, rien que pour la seule province du Nord Kivu, à Rancherie, Maître Jean-Paul Lumbulumbu. Goma, Pascal Moulebois, Antenne A. De son côté, la Ligue pour la promotion socio-culturelle, l'IPROSOC, a organisé une conférence de base sous le thème Haro sur les journalistes dangereux et les médias de Mille Collines. Cette conférence, à laquelle ont pris part des journalistes et membres de la société civile, a eu lieu ce samedi au Centre catholique Lindongué à Limete. Reportage Dieu merci Nzob, Lisette Manou et David Tembeni. Haro sur les journalistes dangereux et les médias des Mille Collines. C'est le thème développé durant la conférence débat organisée par la Ligue pour la promotion socio-culturelle, l'IPROSOC. Il a été constaté que certains journalistes se présentent au lieu des reportages sans être invités. D'autres, par contre, ne respectent pas le code d'éthique et de déontologie qui régit la profession. D'où cette exhortation de Félix Kalala, organisateur. Ce que je voulais faire en proposant ce titre, c'est que nous puissions requalifier le contenu de nos revendications lorsqu'il s'agit de la liberté de la presse. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à un certain moment, nous puissions défendre même l'indéfendable. Pour Alain Kola, le CESAC est en train de mener une lutte pour assainir les médias congolais. Pour l'organisation des États généraux, je crois qu'avec les ministères, nous nous sommes mis d'accord pour organiser les États généraux. Il y a un comité d'harmonisation des textes qui est mis en place. C'est dans ce cadre-là que nous allons travailler pour trouver des solutions. C'est ça. La presse au Congo est devenue un problème de société. Pourtant, elle est l'activité humaine de relance sociale par excellence. Elle est le médiateur entre les structures de la société, à qui elle permet de s'informer sur les enjeux du moment. Elle est en même temps un facteur important qui devrait favoriser le développement démocratique de toute la société. Alors, à quand l'accès à l'information pour une République démocratique du Congo moderne, un gouvernement ouvert et un contrôle citoyen? Rassurez-vous, la question n'est pas la mienne, c'est tout simplement le thème que les activistes de droits de l'homme et les professionnels des médias ont choisi pour réfléchir ce samedi. Le but poursuivi est de permettre à tous les Congolais d'avoir le droit d'accès à l'information. La rencontre a eu lieu à Africana Palace, dans la commune de Lingwala. Nadia Koulinfouka et Josène Belebele. Reportage. Avoir droit d'accès à l'information pour tout Congolais de la République démocratique du Congo, tel est le souci primordial du collectif 24 qui a organisé ce 27 septembre un séminaire de réflexion à ces sujets. Les participants, dont la plupart les professionnels de médias et les activistes de droits de l'homme, se sont convenus à l'unanimité que le droit d'accès à l'information fasse partie intégrante des droits humains. Les orateurs, à leur tour, ont martelé sur l'importance du droit d'accès à l'information pour tous, sans discrimination ou distinction de sexe. Les participants ont reconnu les efforts consentis par le gouvernement de l'RDC à travers différentes réformes initiées pour améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Sur ce, à la fin de l'atelier, les participants ont recommandé aux instances internationales et nationales la mise en évidence de l'importance du droit de l'information, promouvoir les droits des savoirs, poursuivre les réformes initiées pour assurer la transparence et la bonne gouvernance de la chose publique et enfin, au Parlement, d'inscrire à l'ordre du jour et aligner pour examen et adoption de la proposition de loi d'accès à l'information. Un autre droit reconnu à l'homme, c'est le droit au divertissement. Eh bien, le monde entier a célébré ce samedi 27 septembre la journée mondiale du tourisme. À Kinshasa, pas d'activité officielle. Toutefois, le ministre provincial du tourisme et de la culture, Rufin Bayamboudila, a organisé une randonnée touristique du centre-ville au site touristique Mboudi Nature dans la commune de Mangafula. Sur place, il s'est entretenu avec la presse.
sur les mesures d'encadrement et d'incitation envisagées pour booster le secteur du tourisme ici à Kinshasa, capitale et miroir de la RDC. En attendant de revenir sur les images dans de prochaines éditions, je vous propose de suivre cette réflexion de la rédaction d'Antena. Welcome to KwaZulu-Natal. Si l'Organisation mondiale du tourisme a vu le jour en 1970, c'est 10 ans après, soit en 1980, que les Nations unies ont institué la Journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre. Cette année, la journée est placée sous le thème « Le tourisme et le développement communautaire ». En effet, en instituant cette journée, l'ONU a voulu mettre en exergue la corrélation qui existe entre le tourisme et le développement durable. À ces jours, le tourisme est devenu une véritable industrie sous d'autres cieux, un secteur porteur qui rapporte beaucoup de devises. Pour ne prendre que l'exemple de l'Afrique du Sud, en 2012, les recettes réalisées par le Trésor public grâce au tourisme a été estimées à 200 milliards de rand, soit 20 milliards de dollars américains. Cela sans compter les emplois directs et indirects générés par les activités touristiques. En République démocratique du Congo, ce n'est pas encore le cas. Le secteur touristique a de la peine à décoller et la culture du tourisme n'est pas encore profondément ancrée dans le chef de la population. D'où la nécessité d'une sensibilisation et d'une conscientisation étant donné que le pays lui-même est un scandale géologique et touristique. Aussi, au niveau des gouvernants, il faut la mise en place d'une loi cadre sur le tourisme et une politique incitative des investissements dans le secteur. Car qui dit promotion du tourisme pense aussi à la construction des infrastructures hôtelières et autres, à la rénovation des statuts historiques et la viabilisation des sites touristiques et historiques. À cela, il faut ajouter la mise sur pied d'une grande compagnie aérienne nationale, car il est aujourd'hui établi que tous les pays qui constituent des destinations touristiques de choix possèdent également de grandes compagnies aériennes. L'annonce de la création et de la mise en service dans les prochains mois de Congo Airways est à saluer, y compris la construction de l'aérogare modulaire à l'aéroport international de Njili. Encore faut-il inculquer les valeurs touristiques au service de sécurité pour faciliter la prise des images sur les différents sites touristiques. Souvent, ils font preuve d'un excès des ailes, alors que le tourisme a peur de la répression. À bon entendeur, salut. Voilà, si tout va bien, avant la fin de ce journal, nous allons recevoir Médard Tamboué, qui est expert consultant, spécialiste en la matière. La société de télécommunications Tigo a primé et récompensé ses meilleurs activateurs pour l'exercice 2014. Ces activateurs ont reçu des présents, notamment de chèques pour avoir bien vendu les produits Tigo. La cérémonie de remise a eu lieu ce samedi au collège Boboto à Gombe. Patricia Molengo-Mbolekuni et David Tembeni. Tigo a primé et récompensé ce samedi 27 septembre ses meilleurs activateurs pour cette année 2014. Ils ont monté le nombre d'abonnés de Tigo. Ils ont eu à gagner des abonnés de qualité. Et derrière, on a tenu à les récompenser. Vous connaissez le mois de septembre. Donc il faut saisir cette opportunité du mois de septembre pour les remercier. Et comme vous avez vu, on a entre l'année passée et cette année, le nombre de ces meilleurs a pratiquement doublé, les revenus de ces meilleurs a pratiquement triplé et on a tenu à faire valoriser ces gens qui ont bien fait leur travail. Cette cérémonie est intervenue 4 mois après celle de certification de meilleurs vendeurs. Ces meilleurs activateurs sont plus de 500 venus de toute la République démocratique du Congo, les premiers d'entre eux est du Nord Kivu. Je n'avais rien lorsque je suis venu chez Tigo comme FAF. Aujourd'hui, je suis ambassadeur de Tigo avec 3 points de vente et je suis fier de Tigo. C'est grâce à Tigo que je suis devenu ce que je suis maintenant. Toujours proche de ses abonnés, Tigo est ainsi fier d'apporter le sourire au peuple congolais grâce à sa gamme de produits correspondant aux besoins de la population qui dit mieux. Du nouveau à Kinshasa, l'espace libre-service de la Procrédit Bank va désormais permettre à ses clients de retirer et transférer de l'argent en toute sécurité 24 heures sur 24. La cérémonie officielle de lancement de ce service a eu lieu mardi 23 septembre à la place commerciale de Binzama Campagne dans la commune de Ngalima. C'est en présence du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Témoin de l'événement, Africa Mujinga et Safi Maleu. C'est une première en République démocratique du Congo. La Procrédit Bank vient de lancer une innovation dans le secteur bancaire qui est l'espace libre-service.
Vraiment, nous sommes une banque d'innovation. On était toujours ici. On n'a pas seulement commencé avec les premiers distributeurs en RDC, mais on a aussi lancé les cartes Visa et Massa à l'époque comme première banque. On vient maintenant de lancer un espace service libre qui permet les clients de déposer l'argent, retirer l'argent et faire la transaction bancaire dans transfert national et transfert international 24 heures sur 24. C'est le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui a procédé à l'inauguration de cet espace libre-service. C'est une action qui entre dans le processus de notre projet modernisation du système national de paiement. C'est une avancée à la fois technologique et même sur le plan de l'organisation que nous saluons, qui reste très utile, étant donné que la promotion de nouvelles technologies, des produits novateurs, c'est ce qu'on cherche. La Procrédit Banque se veut être efficace. Voilà pourquoi elle cesse d'innover. Je suis ravi de faire la visite de cette agence qui est équipée avec des automates de dernière génération qui permettent à la fois et les retraits et les versements. Pour rappel, la Procrédit était la première banque qui a introduit en 2007 le premier distributeur de billets. S'étant prêt, elle amène l'espace libre-service. Au chapitre éducation, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC, en collaboration avec Congolese American Language Institute, Cali, institut d'enseignement de l'anglais américain, a distribué ce samedi 27 septembre des livres d'anglais, 16 000 au total, destinés aux écoles de la ville de Kinshasa. Le reste d'ouvrages seront distribués dans d'autres écoles de différentes provinces de la RDC. Patricia Amouli. Dans le cadre du projet Books for Africa, 16 000 livres ont été distribués à 200 écoles de Kinshasa. Ces ouvrages de littérature, grammaire, linguistique et quelques romans sont disponibles pour les écoles et les bibliothèques répertoriées à travers la ville de Kinshasa par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC. Une cérémonie haute en couleurs qui a réjoui les Senior Language Fellow Bryce Smiler, initiateur de l'ASBEL Livre pour l'Afrique. Plusieurs autres discours ont ponctué cette cérémonie, celle de la directrice de Cali, April Edstrom, de Helen Massy, de Relations publiques et diplomatie, et de la vice-ministre de l'EPSP, Magui Rwakabuba. Le gouvernement de la République s'est doté du plan d'action national. Ce plan vise à accroître l'accès, l'équité et la répertinence de l'enseignement et surtout renforcer la gouvernance. Pour l'ambassadeur des USA en RDC, James Swan, l'acte est louable. Ça représente la volonté non seulement du gouvernement américain, mais plutôt des bénévoles aux États-Unis qui voulaient envoyer ces livres pour encourager les études en anglais. Un invité des Cali, Maître Richard Mukendi, a déclaré que l'anglais est devenu la langue des affaires. Nous sommes invités en tant qu'une entreprise qui a été toujours très active aux côtés de Cali en termes de notre personnel qui a été formé, qui a eu une formation de qualité en anglais ici. Le PDG Cercas étant un partenaire du centre, il a été associé, invité à cette cérémonie de remise des dons. Après une telle cérémonie, pourquoi ne pas danser? Voilà, je l'ai annoncé tout à l'heure, sur ce plateau avec moi, il y a M. Médard Tamboué Mangala, que je reçois, qui est expert, consultant, également ancien directeur de cabinet du ministre du Tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Médard Tamboué, nous avons diffusé cette réflexion que nous avons menée sur le tourisme, mais j'ai omis de dire que vous êtes également auteur d'un ouvrage qui s'appelle Le Petit Futé, qui est en fait un guide touristique. Comment a été accueilli cet ouvrage en RDC? Le Petit Futé, c'est une collection internationale qui couvre 180 pays. Et la première édition du Congo est sortie en 2006. Et nous sommes à la 3e édition. Et il y a la 4e édition qui est en préparation, qui pourra probablement sortir à la fin de cette année. Et le Petit Futé a été accueilli, entre autres, favorablement dans le pays parce que c'était un ouvrage qui est arrivé au point, parce qu'il n'y en avait plus. Et nous avions connu un ouvrage qui s'appelait Guide des voyageurs,
dont la première édition était éditée en 1948 et la dernière édition en 1958. Il y a eu 4 éditions, c'était avant l'indépendance, et puis depuis, il n'y avait plus rien. Et le Petit Futé est arrivé pour corriger un peu ça, et puis on a sorti pour informer aux Congolais, à tous ceux des étrangers qui voulaient venir au Congo, qui avaient quand même la possibilité, et qu'est-ce qu'ils pouvaient venir voir au Congo. Et le guide a été bien accueilli. Alors, sous d'autres cieux, par exemple en Afrique du Sud, où le tourisme est très développé, nous voyons il y a un guide touristique, mais aussi un annuaire. Quelle est la différence entre ces deux ouvrages? Le guide touristique, c'est un ouvrage pratique. Il donne des informations pratiques en disant, par exemple, voilà, quand vous arrivez dans un pays, vous pouvez d'abord chercher où dormir, chercher quoi voir, chercher où sortir, et quoi visiter. Et ça, c'est ça le rôle du guide touristique. C'est-à-dire, il vous renseigne avant de venir au pays où vous pouvez dormir, vous pouvez téléphoner de là où vous partez, des réservés. Tandis que l'annuaire reprend les opérateurs qui sont sur le terrain. C'est-à-dire, on fait un catalogue d'opérateurs qui sont sur le terrain, on les met, on donne leurs adresses, leurs activités, et on le fait par ordre alphabétique, et ça c'est ça l'annuaire. Alors nous l'avons dit tantôt, le secteur du tourisme en RDC a du mal à décoller. À votre avis, quelles sont les causes? Moi j'ai toujours dit, la cause principale c'est la volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique de redémarrer ce secteur-là, parce que par plusieurs reprises on a dit, c'était parmi les secteurs des plus importants qui pouvaient devenir le secteur prioritaire. C'est comme on dit, l'agriculture priorité de priorité. Mais quand on met le tourisme, si le gouvernement ne le programme pas d'abord comme secteur prioritaire pour pouvoir canaliser les moyens, ça sera toujours difficile pour qu'on puisse démarrer. Et la preuve, c'est que jusque-là, ce secteur n'est pas réglementé correctement. Il y a quelques textes réglementaires, la réglementation des hôtels et des hôtels. Il n'y a même pas une loi cadre sur le tourisme. Il n'y a pas une loi cadre. Et ce constat a été fait en 2009, lorsqu'il y a eu des états généraux du tourisme. On a pensé en disant, voilà, nous n'avons pas un cadre qui puisse permettre à ce que le tourisme puisse se développer. On a décidé et on a adopté un projet de loi cadre. Mais depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ce projet s'est baladé entre le gouvernement, l'Assemblée, le Parlement, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Ce qui fait que c'est un document fondamental qui puisse permettre à ce que le secteur soit bien organisé. Nous avons une loi cadre sur l'enseignement et on voit comment l'enseignement, on essaie de se mettre en ordre. Et c'est ça, c'est qu'on attend. Vous parlez de manque de volonté politique. Est-ce que vous pensez que pour que le tourisme soit développé en RDC, il faut seulement que ce soit les institutions qui s'y mêlent, ou vous pensez que ça peut se développer grâce au secteur privé? Le tourisme, en fait, est fondamentalement de l'initiative privée. Mais le problème, c'est que pour que le privé puisse se retrouver, il doit être sécurisé. C'est pourquoi on parle de la loi cadre. Si le privé n'est pas sécurisé sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, c'est un investisseur, il est commerçant. Et un commerçant a peur de ne pas perdre son argent. Alors quand il investit, il veut que ce soit réglementé. Il sait que j'investis, je paye mes taxes à l'État, je paye mes impôts, et l'État en retour fait ça pour moi et arrange mes routes pour que je puisse accéder au site, arrange mes routes pour que les opérateurs ou les touristes qui arrivent puissent arriver chez moi si j'ai un hôtel dans un coin reculé. Et c'est ça le problème. Si l'opérateur n'est pas rassuré, il n'investit pas. Bien, je reviens à vous tout à l'heure. La Fédération congolaise de Scrabble a organisé récemment une grande compétition de la spécialité à l'école belge, cela en vue de préparer le championnat national et provincial. Ndaï Lambouchi nous en parle. Plus de 220 Scrabbleurs seniors et juniors venus de coins et recoins de la ville de Kinshasa ont participé au trophée de la francophonie des Scrabble. Organisé par la Fédération congolaise des Scrabble à l'école belge le dimanche, ce jeu de réflexion qui consiste à former des mots sur une grille à l'aide des jetons portant une lettre a séduit les amateurs de cette spécialité. Et nous l'organisons ici à l'école belge parce que, nous estimons que la France et la Belgique sont en fait les deux piliers, les deux mamelles de la francophonie de par le monde. Alors,
Cela nous permet de démontrer à la francophonie et spécialement à nos amis belges, on puisse alors à ce moment-là aller de l'avant. Vous avez vu, il y a une centaine de scolaires qui sont là. En une année, nous avons pu fidéliser environ 800. Coup de chapeau aux organisateurs de ces trophées de la francophonie d'Escable pour avoir réussi le pari. Avec l'Escable, l'on peut arriver à accroître son vocabulaire et surtout à améliorer l'orthographe des mots en français. Sport, football, en ce moment même se joue le match retour comptant pour les demi-finales de la Champions League à Tunis. Le match qui oppose l'ASV Club de la RDC au CS Sfaxien de Tunisie. Pour le moment, comme vous le constatez sur vos petits écrans, l'ASV Club mène au score 2-1. Nous souhaitons bonne chance aux Verts et Noirs qui jouent pour la qualification pour la finale de cette compétition africaine. Voilà, je reviens à vous, mesdames Tambwe Bangala. On parle de manque de culture, de tourisme en RDC. Qu'en est-il exactement? Moi, je ne pense pas qu'il y ait un manque de tourisme, de culture touristique. En fait, c'est cette définition qui pose un peu problème, parce que les Congolais voyagent beaucoup. Quand on constate, on remarque qu'il y a des Congolais qui voyagent pour les affaires. Ils se promènent beaucoup par route. Ils voyagent beaucoup, donc ils voyagent le tourisme ailleurs, pas ici en RDC. Non, même en RDC, les Congolais se déplacent beaucoup. On a les gens qui font des baleinières qui font beaucoup de navettes entre Kisangani, Bandaka. Ça, c'est le commerce. Non, mais justement, quand on parle de tourisme, c'est-à-dire, au départ, il faut partir, aller pour une raison quelconque. Pour une destination. Il y a ceux qui, c'est-à-dire, on se déplace de l'endroit où on a toujours l'habitude de vivre, aller vers un autre endroit. Et quand on arrive à cet endroit-là, qu'on soit parti pour la vente des marchandises, qu'on soit parti pour se faire soigner, qu'on soit parti pour une réunion politique ou une réunion économique, mais la finalité, en fin de compte, on parle, après tu dois chercher à découvrir le pays, l'endroit, les lieux où vous êtes parti. Quand vous êtes à Kinshasa, vous allez faire une équipe qui va jouer à Mbandaka par exemple, mais à la fin du match, tout le monde va se voir sortir, et Mbandaka le soir, ça se passe comment? Et le lendemain, ça se passe comment? Et ça, c'est du tourisme. Aujourd'hui, on n'a pas une ligne de démarcation où on dit il y a les touristes qui font les loisirs, il y a les touristes qui font. C'est tout voyageur qui se déplace de son lieu habituel d'hébergement et qui passe plus de 24 heures dans un autre lieu est un touriste. Et il peut y aller pour plusieurs raisons. Pour les raisons d'affaires, raisons de santé, mais c'est un touriste. C'est comme ça que quand on vous dit qu'aujourd'hui, il y a plus de 1 milliard de touristes d'arrivées internationales. Mais ces arrivées internationales, ce sont des gens qui se déplacent et qui vivent dans d'autres pays. Justement, en parlant de ça, sous d'autres cieux, nous l'avons dit, le tourisme est devenu une véritable industrie. Pour prendre que l'exemple de l'Afrique du Sud, en 2012, ils ont fait 20 milliards de dollars, 200 milliards de rentes, 20 milliards, 200 milliards de rentes pour l'année 2012, uniquement dans le secteur du tourisme. Ça fait 3 fois le budget de la RDC. Quelles sont les conditions, les préalables pour que le tourisme devienne également une industrie ici? Mais le problème, c'est que dans la tête des gens, parfois, quand on parle de tourisme, on parle de loisirs. Ça a été considéré longtemps comme un secteur de loisirs. Mais le tourisme est devenu justement une industrie, comme vous l'avez dit, parce que quand on parle de tourisme, il faut considérer les piliers qui constituent le tourisme. Quelqu'un qui va se déplacer, d'abord la première question qui se pose, je me déplace comment? C'est par quel moyen il arrive? On l'a dit, donc compagnie aérienne nationale. Donc on est dans le transport. Oui. Alors, et puis le deuxième élément, il est dans l'hébergement. Je vais loger où? Après, je vais manger où? Et qu'est-ce que je veux voir? Je vais me balader comment? Je vais me promener avec quoi? Et tout ça, ce sont ce qui constitue, et c'est tout là qui constitue ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie touristique. Alors cette industrie touristique, si le cas par exemple de notre pays, on est en train de parler maintenant de mettre en place une compagnie aérienne. Mais nous n'avons pas une compagnie aérienne. Mais tous les gens qui viennent dans notre pays, ils viennent par quelle compagnie? Et qu'est-ce que le pays encaisse par rapport à ça? Parce que nous n'avons pas des compagnies aériennes. Donc ils doivent venir par les moyens des autres. Et c'est pourquoi je parlais de cette volonté politique et j'ai beaucoup insisté. Et en insistant aussi sur le fait que la loi fondamentale, la loi cadre est
fondamentale pour le développement du tourisme. Et c'est ce qui pourra expliquer la volonté politique pour pouvoir développer ce secteur. Merci beaucoup, Tambwe Mangala Médard, de nous avoir donné toutes ces informations sur le secteur du tourisme. Et nous espérons que vous n'avez pas prêché dans le désert. Hein. Je l'espère aussi. Merci. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en la matière et vous êtes également auteur du ouvrage Petit Futé, qui est un guide touristique. Merci également à vous, chers spectateurs, pour votre aimable attention et votre fidélité. Je vous retrouve demain, dimanche à 19h. Portez-vous bien. Excellent sur le programme sur Internet. Bonsoir.